Alors le post-développement, c'est un courant théorique au développement international qui essaie de réfléchir au-delà du concept de développement et qui trouve que finalement le concept de développement est peut-être un peu trop connoté ou trop lié à une histoire ou à une vision plutôt occidentale du développement et qui finalement colle un peu plus aux intérêts des peuples occidentaux et qui finalement colle un peu moins aux intérêts de ceux qu'on appelle les sous-développés ou les en développement ou les en voie de développement, ou en tout cas qui sont un petit peu en arrière dans le cheminement sur la voie du développement. Donc c'est une théorie qui dit peut-être que de voir les choses en termes chronologiques ou une gradation, une invention, une avancée vers le progrès, ça marche peut-être pas comme ça. Et donc, il faut peut-être penser les choses de manière différente, écouter un peu le point de vue des populations des pays en développement. Peut-être qu'ils ont plus de choses à nous apprendre qu'on a à leur apprendre. Et finalement, de dépasser le côté paternaliste dans le développement international. En fait, ça remet en question la notion de progrès. On peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que véritablement le fait de vivre dans un monde où le modèle économique produit plus d'inégalités qu'autre chose. On n'a jamais été aussi riche dans le monde qu'aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu autant d'inégalités sociales. On n'a jamais produit autant de choses, mais il n'y a jamais eu autant de périls environnementaux. Donc, si on se dit que finalement l'aboutissement du développement ou du progrès, c'est de créer une planète où l'être humain ne peut plus vivre, ou alors dans une situation de profonde inégalité, on peut se poser la question sur le sens du progrès. Est-ce qu'il y a vraiment un sens? Donc, la notion de post-développement remet en question cette vision du progrès liée au concept traditionnel de développement trop centré sur des impératifs économiques et qui essaye de prendre en compte un peu la dimension humaine de la manière de progresser dans la vie et dans l'humanité. On vit dans un monde aujourd'hui, on vit dans le monde de la globalisation, de la mondialisation. Donc un monde qui est construit autour d'une idée, une idéologie, selon laquelle de construire un grand marché mondial pour permettre à tous les acteurs économiques de produire et de vendre à moindre coût, enfin de produire à moindre coût et de vendre au coût le plus haut possible, c'est vu comme la finalité finalement de l'activité et même de nos sociétés. C'est de vivre dans un grand marché mondial de libre-échange. Ça, on conçoit ça comme finalement l'aboutissement suprême du développement. Et ça a été construit, c'est pas né tout seul, c'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène politiquement construit par les États et par les institutions internationales. C'est l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est les grandes institutions à caractère économique qui ont construit cette mondialisation, mais aussi nos gouvernements en signant des accords de libre-échange, l'accord de libre-échange nord-américain, il y a un accord de libre-échange qui se négocie actuellement entre le Canada et l'Europe ou avec l'Asie. Donc, en construisant ces accords de libre-échange, nos États dessinent un peu des espèces de contours juridiques pour dire à l'intérieur de ces accords-là, on peut échanger, donc permettre aux acteurs économiques de prospérer. Ça marche très bien depuis les années 80, depuis 35 ans maintenant, une génération on peut dire. On vit dans cette construction du marché mondial construite par ces institutions-là. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus qu'il y a des effets pervers, tout ça, et sont sociaux, environnementaux. Et donc, comment on fait maintenant pour justement construire soit de nouvelles institutions, soit demander à ces institutions de se réformer? Dans le cadre de l'ONU, la seule institution internationale vraiment globale qu'on a, c'est l'ONU. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour dire, écoutez, peut-être que la finalité, l'économie à tout prix ou uniquement l'économie ou juste ce point de vue-là, c'est trop réducteur, trop restrictif? Comment on peut essayer de tenir compte un peu des intérêts des autres groupes qui ne sont pas à la table des négociations quand on négocie un accord économique? Et donc, est-ce que ces dimensions sociales, environnementales peuvent être prises en compte par ces grandes institutions internationales qui construisent la mondialisation aujourd'hui pour pouvoir la réformer? Si on peut le faire, tant mieux. Je ne pense pas qu'elles se réforment d'elles-mêmes. Je pense qu'il faut faire pression sur elles-mêmes, sur ces organisations, pour qu'elles puissent se réformer. Donc, la société civile, locale, globale, dans son ensemble, a un rôle à jouer, à rappeler à ces institutions-là qu'elles ne sont pas juste là pour servir les intérêts de certains acteurs économiques qui sont très minoritaires dans le monde d'aujourd'hui, mais qu'il faut qu'elles pensent aussi au reste des populations et finalement qu'elles aient une perspective de bien commun. Si les institutions internationales elles doivent tenir compte du bien commun. Et donc, si elles arrivent à l'apprendre par elles-mêmes, tant mieux.
Mais je pense qu'on vit plutôt dans un monde de rapports de force et de conflits, et donc quand on n'arrive pas à s'en rendre compte par nous-mêmes, il faut qu'un autre acteur puisse émerger pour dire attention, il y a des êtres humains aussi dont il faut prendre la mesure et puis écouter. Donc, faisons pression sur ces institutions internationales pour qu'elles puissent se réformer et qu'elles puissent changer, ou à la rigueur, inventons-en des nouvelles. Il y en a qui émergent, le Forum social mondial, par exemple, c'est un espace où se rassemble cette société civile globale qui essaye de penser une autre manière de construire l'avenir pour nous, nos enfants, et aussi sur d'autres valeurs, sur d'autres principes, peut-être plus humains, peut-être plus centrés sur les besoins des populations. Donc, dans cette perspective-là, on peut construire des institutions. On n'est pas contre les institutions, il faut en construire, mais il faut leur rappeler un petit peu leur mission. Plutôt que de mettre les gens au service de l'économie, on fait l'inverse. Il faut que l'économie soit au service des gens. On n'est pas né pour travailler, on travaille pour finalement créer quelque chose, une société. Il faut que le fruit de notre travail ne profite pas simplement à une élite, mais profite à la communauté dans laquelle on travaille. Ça, c'est un petit principe simple pour réinventer la solidarité et faire de l'économie non plus quelque chose qui nous dépossède, mais qui nous renforce. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont liées à ça, par exemple la justice fiscale. On paye tous des impôts, où partent nos impôts? À quoi ça sert cet argent-là? Est-ce qu'on veut vraiment mettre l'argent dans l'armement ou est-ce qu'on veut mettre l'argent dans l'éducation ou la santé? Est-ce qu'on a vraiment ce choix-là ou non? Et puis pourquoi nous, on paierait tous des impôts? Quand je dis nous, je parle des citoyens moyens. Et puis même, n'importe quel consommateur, on paye une taxe chaque fois qu'on achète quelque chose. Et pourquoi certaines entreprises ou certaines personnes, parce qu'ils ont les moyens de se payer des avocats ou des fiscalistes, peuvent aller placer leur argent dans les paradis fiscaux, justement pour ne pas payer d'impôts? Elle se fait où la solidarité sociale quand les plus riches payent moins d'impôts que la classe moyenne? Il y a un problème de justice par rapport à cette question de la fiscalité. Donc il y a plein de groupes qui travaillent justement sur l'abolition des paradis fiscaux. Ça réglerait un gros problème dans le monde. Et puis justement aussi de taxer les transactions financières. Vous, quand vous achetez une automobile, même usagée, vous payez une taxe. Quand vous achetez un pot de yogourt, vous payez une taxe. Mais par contre, si j'ai des millions ou des milliards et que je transige sur les marchés financiers, pour ma transaction, je ne paye aucune taxe. Il n'y a pas de taxe sur les transactions financières. C'est là où se fait le plus d'argent. En mettant une petite taxe là-dessus, on pourrait dégager un petit peu d'argent pour justement régler tous les problèmes du développement. Les objectifs du millénaire pour le développement, l'éducation, enfin tout ce qu'on veut. Donc, on se rend compte quand on analyse un peu le système et qu'on écoute les acteurs de la société civile qui proposent des initiatives, qu'il y en a beaucoup, c'est juste qu'il n'y a pas la volonté politique d'imposer, de faire ces grandes réformes. Un autre axe qui est assez intéressant aussi, c'est sur la question environnementale, la transition verte, comme on dit. Comment passer d'une économie et d'une société centrée sur le pétrole, l'utilisation des énergies fossiles, qui polluent, tout le monde le sait très bien, et qu'on a un problème de réchauffement climatique, à une économie centrée sur les énergies renouvelables. On pourrait très bien faire ça, on arrête le pétrole, on va vers le renouvelable. Dès qu'on subventionne le pétrole, non, on ne veut pas en tant que société, non, on veut du renouvelable. Pas simplement pour nous, mais dans une perspective de développement durable pour les générations futures. Au Canada, c'est un problème majeur pour ça, parce qu'on est le pire pays au monde sur cette question environnementale. On est le seul pays à s'être retiré de Kyoto parce qu'on fait plutôt la promotion de tout ce qui est sable bitumineux, oléoduc et toute la question finalement de l'exploitation des ressources non renouvelables. Le Canada avait un objectif dans le cadre de Kyoto, pour vous donner un exemple, devait réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 4% ou 5% par rapport à 1990. C'était l'engagement qu'il avait pris par rapport à Kyoto. En 2015, il devait avoir réduit de 5% par rapport à ses émissions en 90. Dans la période, non seulement on n'a pas réduit, mais on a augmenté de 27%. C'est pour ça que le Canada est sorti de Kyoto et que dans toutes les conférences internationales sur le climat, on est les pires. Donc là, il y a peut-être quelque chose à dire en disant, mais attendez, nous, en tant que société, on ne veut pas être les pires de la planète. On veut être solidaires avec les autres et avec les générations futures. On veut passer à une transition verte de notre économie. Il y a plein comme ça de sujets qui pourraient être mis de l'avant, qui pourraient être explorés, de pistes de solutions, dans le fond, pour changer le monde, finalement. Parce que changer le monde, ça passe aussi par les institutions, par nos pays, ça passe aussi par nous-mêmes. Changer le monde commence par se changer soi-même. Donc comment on peut adopter des comportements qui soient plus responsables envers nous-mêmes, envers notre communauté, envers notre environnement,
C'est des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut voir en dialoguant avec les gens, en étant ouvert, en ayant un esprit critique par rapport aux grandes politiques qui sont mises en œuvre par nos gouvernements et en disant ben, moi aussi j'appartiens à cette planète, moi aussi je fais partie de cette société, qu'est-ce que j'ai à dire moi? Et en tant qu'étudiant universitaire, on est privilégié, on fait partie du 1% par rapport à la planète. Les gens qui ont accès à une éducation universitaire comme celle qu'on peut avoir à l'Université d'Ottawa, à l'échelle de la planète, on fait partie d'une élite de l'esprit. Et donc, comment on peut utiliser cette opportunité-là, pas pour reproduire un monde qui fonctionne mal, mais dans une perspective de post-développement pour construire un monde meilleur. Quelle part on peut faire, nous? Ça commence par avoir un esprit critique. Donc, ayons un esprit critique.